Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet assez vaste, les principes de l'épuration extra-rénale. Je n'ai pas de conflit d'intérêts majeurs qui peuvent altérer mes propos. Et durant cet exposé, on va voir ensemble comment on élimine les molécules lors d'une épuration extra-rénale, le principe de déplétion, parce que, effectivement, de temps en temps, régulièrement, on va dépléter, on va faire perdre du poids à nos patients. Le principe de l'anticoagulation, et comme vous le savez, il y a une petite révolution actuellement avec l'anticoagulation régionale au citrate, notamment en épuration extra-rénale continue. Et enfin, je dirais un mot sur l'épuration des médicaments. Alors, le principe de la dialyse, l'hémodialyse, c'est un principe physique assez simple que vous connaissez depuis le collège ou lycée. C'est les mouvements diffusifs, c'est-à-dire des solutés, par un gradient de concentration. Qu'est-ce qui se passe ? Vous utilisez ces mouvements diffusifs chaque matin lorsque vous prenez un thé. Il y a une membrane semi-perméable. Vous mettez des molécules de thé d'un côté, de l'eau, et au bout de quelques instants, les grosses molécules de thé restent d'un certain côté de la membrane. Les petites molécules, vous permettent de faire ce thé. C'est exactement ce qui va se passer pour le principe de dialyse, d'hémodialyse, c'est-à-dire qu'on a une membrane semi-perméable avec d'un côté des solutés dans un solvant et de l'autre côté un autre solvant où il n'y a pas ces molécules et par un gradient de concentration, ces petites molécules vont diffuser à travers cette membrane semi-perméable et donc vont passer dans le soluté où qui n'avait initialement pas de molécules. Et donc, lorsqu'on a une membrane de dialyse, il y a du sang chargé en urée, par exemple 30 millimoles, vous voyez, qui arrive sur le filtre. De l'autre côté, on a un dialysat, ce solvant qui n'est pas chargé en molécules d'urée. Par ce gradient de concentration, les molécules d'urée vont aller du plus concentré vers le moins concentré, et c'est comme ça que le dialysat va se charger au fur et à mesure en molécules d'urée, et c'est comme ça que le sang va être épuré en ces molécules d'urée. C'est le principe d'hémodialyse. Alors on peut le faire d'un côté, c'est celui que vous connaissez, mais aussi on peut le faire de l'autre côté, avec notamment le sodium, et si on enrichit le dialysat en molécules de sodium, il y a aussi ce mouvement diffusif du plus concentré vers le moins concentré à travers cette membrane semi-perméable et on va enrichir le sang en molécules de sodium. Et alors qu'on avait un sang avec une natrémie à 130, le sang repart de la membrane de filtration avec une natrémie à 140. Ça, c'est le principe de dialyse de mouvement diffusif. Le principe de filtration, c'est ce qu'on utilise lors d'une hémofiltration, c'est des mouvements convectifs. C'est un mouvement de soluté et de solvant par un gradient de pression. C'est ce qu'on utilise notamment aussi le matin avec certaines cafetières. C'est-à-dire qu'on va appliquer une pression sur un liquide et son solvant à travers une membrane semi-perméable. Et cette pression va filtrer le solvant et le soluté à travers cette membrane. Et au bout d'un instant, effectivement, vous avez de l'autre côté de cette membrane une partie du solvant et du soluté. Alors, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on a une hémofiltration ? On a toujours ce sang chargé en molécules d'urée et qui subit donc une pression et on a un ultrafiltrat qui correspond aux déchets et dans lequel, effectivement, on va éliminer comme ça le soluté et le solvant. Alors, si on continue comme ça, on va perdre du soluté et du solvant
chez le patient, et donc rapidement, ça va mal se passer. Et en fait, au niveau de concentration, ça ne va rien changer. Donc c'est pour ça que pour diminuer le taux de ces molécules de soluté, eh bien, on ajoute un soluté de substitution, ce qui va permettre de rétablir la quantité de solvant, mais comme ce soluté ne contient pas comme ce soluté de substitution ne contient pas de molécules d'urée, eh bien, on va les diluer au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on va épurer nos molécules d'urée au fur et à mesure. Donc, on peut très bien mettre ces solutés de substitution après la membrane, c'est ce qu'on appelle la post-dilution, avant la pré-dilution, ou bien on peut même combiner les deux techniques en hémodiafiltration, la dialyse et l'hémofiltration, les techniques convectives et diffusives. Alors, rapidement, les différences entre ces deux techniques, on parle de générateur, de moniteur, bon, peu importe. D'un côté, sur l'hémodialyse, on va avoir une quantité d'eau contrôlée, osmosée, assez importante, de l'ordre de 30 litres par heure, alors que, comme vous le savez, en hémofiltration, on est plus près de 2-3 litres par heure de soluté de substitution. Peut-être qu'il y a un peu plus de réglage possible en hémodialyse. Les débits, vous le voyez, sont assez proches. Je vous demande juste de bien remarquer que le débit de dialysa et d'ultrafiltrat sont par contre complètement différents, puisque en dialyse, le débit de dialysa est de l'ordre de 30 litres heure, alors qu'en hémofiltration, il est de l'ordre de 3 à 4 litres heure, donc 10 fois moindre. Comme vous le savez, l'hémodialyse est plutôt utilisée en intermittent, entre 3 à 8 heures, alors que l'hémofiltration, on a plutôt des techniques continues, 72 heures au maximum. Et puis, l'anticoagulation qu'on verra un peu plus tard, et on utilise essentiellement de l'héparine, et maintenant une anticoagulation régionale au citrate pour les techniques convectives, c'est-à-dire filtration continue. Où se situe en France? En France, on utilise généralement les deux types de techniques dans la plupart des réanimations. Il faut savoir quand même qu'on est un peu le village gaulois parce que dans la plupart des services dans le monde, c'est certes une vieille étude, mais je pense que les données restent vraies. La plupart des services de réanimation utilisent des techniques continues, convectives. Donc, message à retenir, hémodialyse, c'est la diffusion de solutés par un gradient de concentration. Hémofiltration, c'est la convection des solutés et des solvants par un gradient de pression. Le principe de déplétion, alors, en hémofiltration, il est assez simple. Lorsque vous voulez enlever 200 ml par heure à un patient, eh bien, il suffit simplement de lui retourner en soluté de substitution 1 litre d'huile si vous avez perfusé 2 litres dans 200. Donc, en déplétion, la déplétion est aussi possible en hémodialyse et on utilisera à ce moment-là eh bien, un gradient de pression. On instaure une pression aussi à travers la membrane semi-perméable et on peut très bien faire aussi ces mouvements diffusifs, donc d'épuration, et en plus de ça, induire une pression pour avoir une déplétion de ces patients. Mais on peut aussi utiliser la déplétion seule en hémodialyse intermittente en faisant l'ultrafiltration isolée. Il n'y a plus de technique de dialyse. On fait juste une déplétion qui peut être de 200 à 1 litre par heure. Mais dans ce cas-là, on n'épure pas le patient. Attention à la sémantique, c'est quelque chose d'assez important. En hémodialyse, la déplétion, on parlera d'ultrafiltration, d'UF. Et donc, on peut associer ou non à la dialyse. En hémofiltration, on parlera de perte de poids ou bien de déplétion. L'ultrafiltrat correspond au liquide de substitution, c'est-à-dire à la quantité d'épuration, ce qui n'a rien à voir avec la perte de poids et la déplétion. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Eh bien, c'est assez simple. Là, je vous ai représenté le secteur vasculaire, veineux, avec l'épuration extra-rénale, le filtre. Et lorsque
un patient a pris 10-15 kg, il n'a pas pris 10-15 kg au niveau du secteur volémique. Le secteur volémique reste stable aux alentours de 4 litres de sang chez tous les patients. Il a pris 10-15 kg dans le secteur interstitiel. Donc, il y a les 15 kg qui sont présents, mais dans le secteur interstitiel. Elles sont représentées par les molécules d'eau et de sel. Et c'est pour ça que vous voyez des œdèmes chez ce type de patient. Alors, quand on va provoquer une déplétion, eh bien, il y a ce qu'on appelle le phénomène de refilling, c'est-à-dire que l'épuration extra-rénale tire le sang au niveau du secteur vasculaire, comme vous le savez, et donc va induire une déplétion au départ sur le secteur vasculaire. Mais si ça ne reste qu'au secteur vasculaire, rapidement, on aura une hypotension artérielle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un passage des molécules d'eau et de sel du secteur interstitiel vers le secteur vasculaire pour maintenir le secteur vasculaire à volémie constante. Et c'est pour ça que, au cours d'une séance d'épuration extra-rénale, on peut faire perdre du poids à un patient 2-3 litres heure, 1 litre heure, sans qu'il chute sa tension artérielle. Pourquoi? Parce qu'il va puiser ces molécules d'eau et de sel dans le secteur interstitiel. Et donc, il y a un passage, et ce passage, c'est le phénomène de refilling. Attention, lorsque vous avez un sepsis, eh bien, ce phénomène de refilling est altéré. Et malheureusement, il n'y a plus de passage de molécules d'eau et de sel, et donc on va directement puiser ces molécules d'eau et de sel dans le secteur vasculaire, et ce qui va provoquer une hypotension artérielle. Donc un message, un patient qui est déplété et qui va faire une chute de la tension artérielle, alors qu'il a plein d'œdèmes et que normalement il devrait y avoir un phénomène de refilling, c'est que ce phénomène de refilling ne marche pas, et la première cause en réanimation, c'est un sepsis qui redébute. De même, lorsque un patient est déshydraté, eh bien, il n'y a plus de molécules d'eau et de sel dans le secteur interstitiel, vous ne pourrez plus l'épuiser. À ce moment-là, vous avez aussi une hypotension artérielle. Donc, mon message sur les principes de déplétion, c'est lorsqu'on a la déplétion, eh bien, c'est forcément un gradient de pression. La perte de poids nécessite ce phénomène de refilling, mais attention, lorsqu'on a une hypotension artérielle lors d'une phase de déplétion, il faut penser à un sepsis ou bien tout simplement à ce que le patient est déjà en état sec, normovolémique. Le principe d'anticoagulation. Alors, comme vous le savez, en fait, on parle de membrane biocompatible, mais ça n'a rien à voir avec les structures physiologiques humaines. Elles sont supportées par le corps humain, mais elles provoquent des phénomènes inflammatoires. Et puis, il y a aussi, notamment des phénomènes lors des phases de déplétion, eh bien, des phases d'hémoconcentration à l'intérieur du filtre. Et le fait de remettre des solutés de substitution dans les lignes sanguines, eh bien, ça va provoquer des phénomènes de perturbation du flux laminaire qui activent les facteurs de coagulation. Ces trois phénomènes, eh bien, provoquent une coagulation des membranes, des circuits d'épuration extra-rénale. C'est la première cause d'arrêt prématuré d'une épuration extra-rénale. Ça augmente, bien entendu, le coût de cette méthode de suppléance. Et puis, ça augmente la charge en soins, ça augmente les besoins transfusionnels. Donc, il faut absolument anticoaguler les circuits pour que ça puisse tourner. Donc, deux possibilités. Première possibilité, une anticoagulation systémique. C'est celle que vous connaissez généralement, qu'on utilise dans 90% des cas. C'est l'héparine non fractionnée ou l'héparine de bas poids moléculaire. Mais on sait que plus on anticoagule le circuit, moins on a de risque de coagulation de la membrane, mais plus on provoque
un risque de saignement chez nos patients parce que c'est une anticoagulation systémique. Par contre, moins on anticoagule, moins on fait courir de risques à nos patients. Par contre, plus on prend de risques de coagulation de la membrane. D'où l'émergence d'une autre approche, une anticoagulation régionale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'objectif, c'est de mettre un anticoagulant en début du circuit, sur la ligne artérielle, et mettre son antidote sur la ligne veineuse. On a essayé à un moment donné l'héparine et la protamine, ça n'a pas marché. Maintenant, on est au citrate et au calcium. Le citrate, c'est un chélateur du calcium. Or, ce calcium est la molécule indispensable dans le phénomène de cascade de la coagulation. Sans calcium, on ne peut pas coaguler. Et on a bien montré que lorsqu'on était à des taux de calcium ionisé entre 0,2 et 0,5, les patients ne pouvaient pas coaguler, le sang ne coagulait pas. Donc on met du citrate sur la ligne artérielle et on remet du calcium sur la ligne veineuse pour éviter les hypocalcémies. Et ça marche très bien. Là, je vous ai juste montré sur des photos, effectivement, au microscope électronique, qu'il y a beaucoup plus de phénomènes de coagulation, même en héparine bien faite, quel que soit le niveau d'héparine, par rapport à l'anticoagulation régionale. Mais attention, ce citrate et cette anticoagulation régionale, eh bien, nécessitent d'avoir des protocoles pour être bien faits, parce que sinon ça ne va pas marcher, et il y a surtout un risque pour le patient. S'il n'y a pas l'antidote, eh bien, on a une hypocalcémie qui peut être majeure et provoquer des troubles de rythme mortels chez le patient. Donc, ça marche bien, mais ce n'est pas anodin. Il faut avoir un accès au calcium ionisé pour surveiller le taux de calcium du patient et de la machine 24 heures sur 24 et avoir un protocole médical et infirmier strict. Donc mon message, c'est l'anticoagulation systémique, oui, ça marche, ça a été démontré depuis plusieurs années. Maintenant, on évolue de plus en plus dans les méthodes continues sur l'anticoagulation régionale au citrate. Et peut-être que dans les prochaines années, on passera aussi sur les méthodes d'épuration intermittente avec du citrate. Ça a l'air d'être tout à fait efficace, mais ça peut être dangereux. Donc, il faut se munir de protocoles. Et enfin, dernière partie, l'épuration des médicaments. Eh bien, comme je vous l'ai dit en début de présentation, les médicaments, eh bien, c'est comme des molécules. Si elles sont petites, elles peuvent passer tout à fait librement cette membrane semi-perméable. Mais lorsque une molécule est petite et qu'elle se lie à l'albumine, et beaucoup de médicaments se lient à la principale protéine du système vasculaire, l'albumine, l'albumine ne passe pas cette membrane semi-perméable et donc le médicament reste dans le secteur vasculaire et ne sera pas éliminé par l'épuration extrarénale. Donc il faut bien retenir qu'un médicament petit, libre, passe cette membrane semi-perméable et est épuré par la méthode d'épuration. Par contre, lorsqu'il est lié à l'albumine, il n'est plus épuré. Il y a des ABAC avec des coefficients de tamissage en fonction de la taille, de la charge ionique. On peut déterminer exactement l'épuration d'un médicament. Et là aussi, suivant les techniques, eh bien, on sait qu'à peu près 5 heures d'hémodialyse, ça correspond à 30 heures d'hémofiltration ou 10 heures d'hémofiltration à haut débit. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut plutôt privilégier l'injection d'un médicament après la séance d'une hémodialyse intermittente, alors que lors d'une épuration rénale continue, eh bien, l'injection peut se faire n'importe quand. Donc, mon message pour cette partie, c'est que l'épuration extrarénale des petites molécules se fait, oui, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'albumine. Lorsqu'elle est liée à l'albumine, le médicament n'est pas épuré par les méthodes de dialyse et d'hémofiltration continue. L'hémodialyse intermittente est plus efficace pour épurer un médicament que les techniques continues. Elle est plus rapide et il faut plutôt privilégier les injections de médicaments après la séance. Je vous remercie.